Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce troisième épisode de Questions d'actu spécial Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiennent donc ici à Marrakech du 9 au 15 octobre. Les journées ici sont rythmées par des sessions de discussion de très haut niveau qui réunissent les dirigeants politiques de très haut rang, mais aussi des économistes chevronnés, que ce soit du FMI, de la Banque mondiale ou du monde entier, des universitaires bien naturellement, sans oublier le top management du secteur privé, bien sûr international. Mais cette année et ces assemblées annuelles mettent l'Afrique à l'honneur. L'Afrique est au centre des discussions. Le continent africain, avec ses priorités, sont au cœur des discussions, mais aussi des négociations, puisqu'il y a aussi des sessions bilatérales qui se tiennent, bien sûr, entre les dirigeants et différents bailleurs de fonds ou autres. Nourrir, électrifier, industrialiser le continent, c'est la priorité. Ce sont en tout cas les priorités de tout le monde ici. Cela ne saura se faire sans un engagement rigoureux du secteur privé, bien naturellement avec l'appui des gouvernements et des bailleurs de fonds. Pour en parler, je reçois ce soir d'abord en première partie, c'est le monsieur Afrique du secteur privé marocain. Il est président de la commission Afrique à la CGM. Abdou Diop, bonsoir. Bonsoir Khadija, bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Média TV, d'ici et d'ailleurs, surtout de tout le continent. Et qui se réjouissent à chaque fois de vous revoir sur cette antenne de Média TV pour parler bien sûr du Maroc, mais aussi de l'Afrique. Alors, vous n'êtes pas à votre première participation à ce genre d'événement d'envergure, Abdou Diop. Concrètement, quels sont les résultats que peut tirer un acteur du secteur privé de sa participation à ce genre d'événement ? Je pense qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs enjeux pour un acteur du secteur privé. D'abord, c'est les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Donc, on parle beaucoup des perspectives économiques du monde et de différentes régions du continent. C'est un peu le sens du World Economic Outlook, où on parcourt les enjeux, on fait de la prospective sur comment évolue le monde économique, l'ordre économique mondial, les perspectives. Donc ça, c'est un premier élément très important. Deuxième élément, c'est qu'on discute de beaucoup de sujets qui touchent le secteur privé, et en particulier l'accès au financement, les orientations et typologies de priorités que se donne le FMI, la Banque mondiale et également d'autres organismes, comme la FCFI, à ne pas oublier, qui est la branche du secteur privé de la Banque mondiale. Et également, c'est une très grande opportunité d'échange et de network sur les enjeux, particulièrement du continent. Aujourd'hui, c'est vraiment le rendez-vous où on a plus de 10 000 personnes, acteurs majeurs du monde économique qui sont présents au même endroit. Donc il y a beaucoup de networking, il y a beaucoup d'échanges et aussi beaucoup d'occasions pour les organisations patronales entre elles de pouvoir partager un certain nombre de choses. Alors vous me tendez la perche, bien naturellement, vous avez évoqué les organisations patronales. Abdou Diop, aujourd'hui, où en est cette synergie entre les organisations, entre les patronats des 54 pays de notre continent ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. La CGM a d'ailleurs regroupé un certain nombre de patronats africains à Casablanca au mois d'avril pour discuter justement de cette synergie. Parce qu'on fait face à beaucoup d'enjeux. Le premier qui est la zone de libre-échange continentale africaine où les différents secteurs privés africains devront agir de concert pour vraiment faire en sorte que la ZLECAf soit une opportunité pour l'Afrique et non pas une menace. Donc ça, c'était un enjeu majeur. Le deuxième, c'est qu'on sort d'une période de crise très importante. On sort, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Donc, enfin, on est très optimiste, nous le souhaitons tous. Je pense qu'on est dans une phase, en tout cas, très positive, contrairement à la phase où on était il y a 2 ans ou 3 ans. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on a appris beaucoup de choses de cette crise et surtout du fait que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, pour paraphraser Sa Majesté, que le secteur privé doit travailler ensemble pour d'abord voir comment les Africains peuvent répondre aux problématiques
africaine. On l'a vu pendant la crise du Covid, c'est les secteurs privés des pays voisins qui ont pu permettre de faire face à beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, on le voit, beaucoup de pays se sont lancés dans la sécurité alimentaire, dans la souveraineté industrielle, et il est important que les secteurs privés africains parlent entre eux pour pouvoir travailler ensemble. On voit aussi qu'il y a beaucoup de complémentarités de chaînes de valeur qui peuvent être des leviers de développement justement de l'industrialisation du continent. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est un peu le sens de ce qu'on a voulu faire. Est-ce qu'il y a des prémices justement de la mise en œuvre, de l'opérationnalisation, de la concrétisation de ces ambitions-là? Oui, très clairement. Est-ce qu'il y a des prémices, des choses qui sont dans le pipe peut-être, que vous pouvez partager avec nous sur ce plateau? Oui, je vais partager avec vous parce qu'on est en plein dedans. Donc la CGM a lancé, avec l'appui de la BAD, la Banque africaine de développement, une vaste étude sur la complémentarité des chaînes de valeur entre le Maroc et les différents pays africains. L'idée, c'est quoi? C'est de voir concrètement, sur la base de projets sur lesquels les entreprises peuvent travailler, les investisseurs peuvent investir, comment on peut développer des industries complémentaires entre les différents pays africains. On a différents secteurs qu'on a choisis, notamment le secteur qui est le premier auquel on pense, c'est l'agroalimentaire. Comment créer de la complémentarité agroalimentaire entre les industries marocaines et de la construction industrielle dans certains pays d'Afrique subsaharienne qui ont de la matière. Le textile aussi est un enjeu important. L'électrique est un enjeu important. L'automobile est un enjeu important. Aujourd'hui, quand on va au-delà de ces secteurs, la pharmacie, l'électrique. Donc, il y a un certain nombre de secteurs où on peut avoir des complémentarités. Donc on a fait une étude qui est en phase finale, qu'on va partager avec différents patronats africains et on va lancer à partir du premier quadrimestre 2024 le sommet de la PME africaine où on va présenter ses conclusions à l'ensemble des patronats africains et surtout on va faire des workshops pour essayer de voir quel plan d'action mettre en œuvre pour aller de l'avant. C'est-à-dire on a identifié des niches d'industrialisation et de partenariat potentiel entre PME africaines et voir comment concrètement on peut avoir des acteurs qui se disent « moi, ça m'intéresse d'investir dans ça pour avancer ». Parce que pour nous, c'était important de ne pas rester dans la théorie et de montrer qu'on peut être force de proposition et qu'on croit vraiment à cette complémentarité panafricaine pour créer de la valeur. Alors, vous avez évoqué ce point très essentiel de la souveraineté alimentaire. L'agriculture aujourd'hui est l'une des priorités, comme je le disais dans mon introduction, c'est la priorité des priorités. Il faut nourrir les Africains, il faut arrêter d'importer les denrées alimentaires ou en tout cas baisser ces importations. Beaucoup de pays dépendent beaucoup de ces importations. L'autre volet, il s'agit du volet énergétique. Alors, quand on entend les discours du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, on est en train de tendre vers une décarbonation de l'électrique. Est-ce que l'Afrique peut sauter le pas en connaissant la réalité électrique aujourd'hui en Afrique, les besoins du continent et en sachant que d'abord le continent n'est pas un grand pollueur. Quand je dis continent, ce sont les 54 pays. Indéniablement, ils ne sont pas les plus grands pollueurs, d'autant plus que beaucoup de pays dépendent des énergies fossiles dans leur économie. Donc, est-ce que vous pensez que les États adhèrent à parce que nous sommes ici aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, adhèrent à ces orientations de ces deux institutions? J'adore cette question, mais là, je vais me prononcer en tant qu'Abdou Diop. Mes paroles n'engagent que moi-même, mais bon, c'est important d'échanger parce que j'ai un avis que je partage régulièrement à travers les différentes instances du continent. Je pense qu'effectivement, un des enjeux de ces assemblées annuelles, c'est comment on réinvente les institutions de Bretton Woods. Quel nouvel ordre financier mondial on va mettre en place. Et parmi ces enjeux, c'est comment on gère ce shift vers la transition énergétique, vers le tout renouvelable, vers le développement durable. Parce que le grand danger, c'est que tout le prisme de la finance internationale se fait avec cet enjeu de développement durable. Oui, le développement durable est très important, la décarbonation est importante, mais il faut que ce soit une fenêtre. On doit continuer
à financer le développement à travers les secteurs classiques essentiels. Et surtout, quand on parle du continent, aujourd'hui, de plus en plus, on a des découvertes de ressources fossiles dans différents pays du continent. Donc, c'est très difficile de demander à des acteurs du Sud qui, effectivement, ne sont pas ceux qui ont le plus pollué les 50 dernières années, qui sont dans un enjeu majeur de développement industriel, de développement énergétique, de leur dire, écoutez, on va vers une transition totale. Il faut le faire par étapes. Oui, il faut que les pays soient conscients que les ressources sont fossiles. Maintenant, il faut voir comment faire le shift progressivement, mais en exploitant au mieux ces ressources fossiles. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à avoir, et c'est des discussions qu'il faut mener de manière vraiment ciblée. Je le dis, l'universalisme n'est pas mon dada, parce qu'on ne peut pas appliquer de manière systématique les mêmes règles partout. L'Afrique a ses propres enjeux, ses propres contraintes, donc il faut en tenir compte et avoir cette transition de manière intelligente. Donc oui, on doit continuer à exploiter les ressources fossiles. On ne peut pas dire au Sénégal, au Nigeria, au Gabon d'arrêter d'exploiter le gaz. Mais si on demande à ces pays d'arrêter d'exploiter le gaz, sinon il n'y a plus d'argent qui rentre. Oui, si on demande à ces pays... donc là aussi, je pense que il est important que la voix de l'Afrique soit portée. Oui, les institutions peuvent dire ce qu'elles veulent, mais les pays africains sont membres de ces institutions. Oui, mais ces mêmes institutions, dans tout le rapport, il y a un point en commun. Dans tous les rapports qui concernent le continent, Maroc inclus, le tout dernier d'ailleurs de la Banque mondiale, on évoque encore les problèmes de bureaucratie, de corruption, de manque de gouvernance. Donc on continue à pointer du doigt certains points noirs de l'Afrique et on appelle à des réformes continuelles en fait. Oui, et c'est une réalité, mais on doit profiter justement du fait qu'aujourd'hui les assemblées sont en Afrique pour que la voix de l'Afrique soit le plus entendue et que l'Afrique parle d'une voix. Je pense qu'aujourd'hui, des pays comme le Maroc où on est ont démontré que ces clichés de l'Afrique n'existent plus. Quand on voit, je pense que la directrice générale du FMI, on l'a senti dans ses mots hier et aujourd'hui, qu'elle a été subjuguée par la capacité avec laquelle le Maroc a fait face la résilience à la résilience du Maroc. Et surtout comment, en un mois, on a remis en marche un certain nombre de choses que certains pays du Nord n'auraient pas pu faire dans ce délai. Une région, nous y sommes, à Marrakech. Il y a un mois, presque jour pour jour, Marrakech fut frappée, la région d'El Haouz fut frappée par le séisme le plus important de l'histoire moderne du Maroc. Et nous voyons Marrakech revivre comme si de rien. Non seulement revivre, mais aujourd'hui, les 6000 élèves dont les classes étaient détruites sont en classe. Donc, en un mois, on s'est organisé pour que l'année scolaire reprenne de manière normale. Donc, aujourd'hui, les gens comprennent que cette Afrique-là n'est plus... cette Afrique que certains décrivent n'est plus la réalité du terrain. Donc, il faut qu'on leverage sur le fait que nous sommes sur le continent. Les assemblées sont là. Il y a des acteurs qui ont beaucoup réfléchi pendant ces dernières années sur les sorties de crise, sur la coopération intra-africaine, sur la gestion et la réallocation des droits de tirage spéciaux pour le développement du continent. Donc il faut que cette dynamique qui a été enclenchée, qu'on puisse la porter, comme on a porté aussi la voix de l'Afrique pour qu'il y ait un siège au G20. Il faut que cette dynamique de voix unique africaine soit l'occasion d'être portée pour justement dire, écoutez, oui, le tout durable, ça peut être un enjeu, mais il faut que ce soit une fenêtre. Il ne faut pas que ce soit la règle sur toutes les lignes de financement des organismes internationaux. Donc oui, on s'est engagé tous sur la transition énergétique. L'Afrique, d'ailleurs, fait partie des meilleurs élèves. Quand on voit le mix énergétique du Maroc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc oui, on s'est engagé sur un certain nombre de choses, mais il faut tenir compte de réalités qui sont des réalités beaucoup plus complexes que peut-être ce que vivent certains pays du Nord. Donc oui, c'est l'occasion... Les réalités sont complexes, vous l'avez dit. Je veux juste vous reprendre sur
cette voie unique de l'Afrique. Vous y croyez aujourd'hui qu'il y a une voie unique avec tous les chamboulements qui sont en train de se passer, notamment dans la région sahélo-saharienne, en Afrique de l'Ouest? Ça ne risque pas d'impacter de manière très négative le secteur économique, le secteur privé, de drainer des investissements, de drainer des capitaux dans des régions à haut risque, avec une instabilité politique aussi qui commence à s'installer? Trois questions en une, mais je ne doute pas. Première chose, est-ce que l'Afrique peut parler d'une seule voix? Oui, l'Afrique peut parler d'une seule voix. Malgré les divergences. Il y a des divergences, mais je pense que quand on est dans des organisations comme celle-là, quand on a vu toutes les discussions qui ont eu lieu ces dernières années sur les DTS, sur la place de l'Afrique dans le G20, etc., il y a des moments où il y a de la véritable lucidité, où l'Afrique arrive à parler d'une seule voix. Et chaque fois que l'Afrique arrive à parler d'une seule voix, l'Afrique arrive à gagner. Donc ça, il faut qu'on se rappelle de ces moments où l'Afrique a parlé d'une seule voix et l'Afrique a eu gain de cause. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus, même si, bon, il y a toujours des difficultés, ça reste 54 pays, donc c'est pas simple. Sur le deuxième sujet, qui est lié aux instabilités, oui, il y a des régions qui restent instables, mais ce qu'il faut noter, c'est que en dehors de l'effet d'image, sur le terrain concrètement, quand on voit les problématiques de gouvernance qu'on a eues dans certains pays du Sahel ces dernières années, l'activité économique a continué. Je veux dire que ce soit, quand on prend l'exemple du Tchad, du Mali, du Burkina ou de la Guinée, l'activité économique continue à tourner. Et peut-être que c'est plus les sanctions de la CEDEAO, de la CEMAC qui pèsent beaucoup plus que le coup d'État lui-même, parce que le coup d'État, en général, on se rend compte qu'il y a des changements à la tête de l'État, mais concrètement sur le terrain, sur le plan business, les choses continuent. Donc il faut, je pense, à un moment aussi qu'on nuance l'effet d'annonce qu'on fait sur les risques liés à ces changements de régime dans ces pays-là, pour plus insister sur le fait que l'activité économique, elle, continue, et on a des banques qui sont présentes dans ces régions, on a des entreprises industrielles, des entreprises de services qui sont présentes dans les régions, et on voit que l'activité économique, elle, continue, nos entreprises continuent à y opérer. Donc c'est des choses à nuancer, et on est dans un contexte quand même où il y a beaucoup d'instabilité, où on s'est rendu compte que cette année, avec la problématique des Ukraine-Russie, il y a eu beaucoup de coopération panafricaine pour avoir de l'engrais, et l'OCP a joué un rôle extrêmement important pour sauver les saisons agricoles. On l'a vu les mois avant, lorsqu'il y a eu beaucoup de coopération africaine pour que certaines compagnies comme Royal Air Maroc, comme Ethiopian Airlines, jouent le rôle de cargo pour alimenter des pays qui étaient fermés au reste du monde. On a vu comment, sur le plan pharmaceutique, sur le plan des masques, il y a eu beaucoup de coopération africaine. Donc, il y a de plus en plus de prise de conscience que la coopération panafricaine, l'intégration africaine, est un salut et qu'on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, avec la zone de libre-échange continentale, tout ceci se renforce. Donc, je pense que, oui, il y a forcément des égos qui influent sur cette dynamique panafricaine pour que l'Afrique parle d'une même voix, mais il y a une réalité, à la fois une réalité économique et une réalité des peuples, qui va nous imposer de parler d'une seule voix. Donc voilà un peu, pour répondre à ces multiples questions, ce que je peux dire. Alors, réalité des peuples aussi veut que la classe moyenne africaine aujourd'hui, elle doit aussi avoir sa voix et faire entendre sa voix. Comment libérer ce potentiel de la classe moyenne africaine qui est importante de par la démographie de tous les pays africains et la jeunesse de cette démographie? Oui, je pense que, comme j'ai tendance à le dire, aujourd'hui, si on s'occupait de cette jeunesse qui est là, qui a besoin de visibilité sur le futur, s'occuper de cette jeunesse est un enjeu de sécurité nationale
pour les différents pays. Ce n'est plus un enjeu juste de développement, c'est un enjeu de sécurité nationale. Parce que, effectivement, soit on s'en occupe et on trouve des solutions pour cette jeunesse, soit elle est dans la rue ou auprès des organisations terroristes ou elle prend le chemin de la mer. Donc il faut qu'à un moment, on trouve des solutions pour cette jeunesse. Et c'est tout le sens de toutes les dynamiques qui sont en place pour justement développer un certain nombre de secteurs où la jeunesse africaine montre énormément de talent. Donc aujourd'hui, le secteur des nouvelles technologies et des services, on le voit. D'ailleurs, c'est tout le sens de la session que la CGM organise demain sur l'innovation, Africa the Innovation Engine, parce qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, il y a beaucoup de choses qui se font sur le continent et la jeunesse africaine est bouillonnante. Donc il faut lui trouver les moyens de s'exprimer. Il faut aussi permettre à cette jeunesse de pouvoir trouver du travail dans d'autres secteurs. On a parlé de l'agriculture, on parle beaucoup de cette disponibilité de terres arables. Il faut qu'on puisse redonner à l'agriculture son importance pour que les jeunes aussi puissent se mettre à l'agriculture. Quel est le rôle du secteur privé justement pour investir dans l'agriculture et aider ces jeunes à se lancer finalement dans ce secteur très prometteur, hein. C'est un secteur historique, c'est un secteur ancestral. L'Afrique est connue par sa tradition agricole de fait. Comment justement, vous en tant que secteur privé, vous pouvez redonner espoir à ces jeunes en leur terre? Oui, aujourd'hui le secteur privé a un rôle majeur. Le secteur privé a le rôle d'investir et de créer des emplois. C'est notre métier, c'est ce que nous savons faire, c'est ce pourquoi c'est le sens de notre existence. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est comment sur la base de ce qui a été fait au Maroc, sur la base de cette expérience que nous avons acquise et le potentiel du continent, comment on fait en sorte que les choses s'accélèrent. Et c'est par exemple, le Sénégal arrête d'importer du riz. Oui, que le Sénégal arrête d'importer du riz. Et qu'il puisse, ce ne sont pas les terres qui manquent, ce n'est pas l'eau et ce ne sont pas les ressources humaines. Mais c'est tout le sens. Aujourd'hui, quand on voit les investissements marocains sur le reste du continent, on le voit, on emploie aujourd'hui dans les téléservices la jeunesse africaine et la première origine des emplois de nos acteurs du téléservice. On a beaucoup d'acteurs qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, à Madagascar, qui ont investi dans ces... Et qui, aujourd'hui, on a plus de 30 000 jeunes qui sont recrutés par des entreprises marocaines dans les téléservices au Sénégal. On en a plus de 40 000 en Côte d'Ivoire, on en a plus de 20 000 à Madagascar. Donc, ça fait partie du travail que nous sommes en train de faire. Aussi dans les autres domaines du numérique, aujourd'hui, des groupes comme HPS, comme aussi S2M, etc., sont en train d'investir sur le continent, sans parler de tout ce qui est industriel. On a aussi beaucoup de formations dans le domaine agricole. Aujourd'hui, l'OCP fait beaucoup de choses pour former les jeunes à l'agriculture, à travers ces classes mobiles qui permettent un peu de former. Donc il y a une dynamique. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est passer à la phase industrielle. C'est pour ça qu'on veut créer cette complémentarité de chaîne de valeur, parce que l'industrie est quand même, après l'agriculture et les services, est un potentiel d'emploi extrêmement important. Donc comment on crée justement des industries dans ces pays à travers ces complémentarités de chaîne de valeur, ça va permettre aussi de se développer. Donc le secteur privé marocain est vraiment... Le secteur privé marocain a pris le lead et ses frères et homologues africains, vous pensez qu'ils suivent un peu cette On n'a pas pris le lead. En fait, on a la chance d'avoir un Maroc qui est quand même un modèle de développement pour le reste du continent. Donc en tant que secteur privé marocain, on essaye de voir comment on peut collaborer avec les autres en leverageant sur ce développement qui a été fait. Aujourd'hui, très clairement, on a une industrie automobile qui est arrimée aux chaînes de valeur mondiales. Comment on crée de l'intégration supplémentaire sur le continent africain en consolidant ce qui a été fait au Maroc. Donc c'est vraiment, je ne veux pas parler de terminologie lead parce que ça peut prêter à confusion, mais c'est vraiment voir comment on partage cette expertise et comment on leverage dessus. Parce que comment on peut leverager dessus et la mettre concrètement sur le terrain sans
l'activation de la ZLECAf, de la zone de libre-échange africaine? L'activation de la ZLECAf est un levier qui vient renforcer. D'ailleurs, aujourd'hui... Donc, c'est pas un prérequis pour justement... Non, ce n'est pas un prérequis. Pour installer une vraie chaîne de valeur continentale, aujourd'hui, intracontinentale. elle existe, donc c'est une opportunité. Oui. Mais, je veux dire, on aurait pu le faire il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, elle existe. C'est une opportunité supplémentaire et ça nous donne plus de facilité, plus de possibilités. Donc il faut l'utiliser comme tel, il faut considérer que la ZLECAf est vraiment une opportunité qui va nous permettre d'aller plus vite. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on l'a vu, moi j'ai déjà les résultats préliminaires de l'étude, il y a des complémentarités énormes. Il faut juste que... Des exemples, par exemple, entre le Maroc et, admettons, le Bénin. Exemple. Ou on prend un autre pays. Le Maroc et le Bénin. Aujourd'hui, on a une industrie des jus qui est très développée au Maroc. Le Bénin a les meilleurs ananas du monde. La moitié est transformée. Et transformée sommaire. Donc on peut créer des investissements conjoints entre un acteur du Bénin qui va être dans une zone de production de l'ananas, de la mangue, etc., avec un acteur marocain qui est dans la zone de l'orange, de la pomme et autres, et créer des industries complémentaires de jus entre les deux pays, de pont entre les deux pays. Extraordinaire. On prend le secteur automobile. Aujourd'hui, on a un secteur automobile qui va arriver à 1 million de véhicules. Il y a des pays du continent, on prend le Ghana, la Guinée, qui ont de la bauxite à non plus finir. Mais ils ont déjà des clients. Le Maroc peut se positionner quand même. Ils ont des clients de la bauxite, mais c'est du brut, oui, sans valeur ajoutée. Aujourd'hui, en ayant une vraie coopération avec le Maroc, 1 million de véhicules, vous savez, c'est combien de carrosseries de voitures. Donc, la bauxite, on la transforme en alumine. C'est déjà une première transformation industrielle. Et nous avons les unités industrielles pour cela au Maroc. Non, c'est la Guinée, c'est en Guinée et au Ghana que les investisseurs privés doivent, en coopération avec d'autres acteurs, construire des usines de transformation de la bauxite en alumine pour justement créer des industries. Mais c'est votre rôle en tant que CGEM d'encourager ces industriels pour aller investir. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Très bien. De créer, déjà de montrer ces opportunités, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients. Oui. Leur dire, écoutez, vous avez une opportunité énorme, c'est l'industrie automobile marocaine, qui vous donne des débouchés. Donc travaillons ensemble pour qu'il y ait cette complémentarité. Et c'est valable pour beaucoup de chaînes de valeur. Les posés cuir, c'est pareil. Il y a des aujourd'hui, vous avez des pays comme le Soudan, le Tchad, le Mali, le Niger, qui ont des cheptels à n'en plus finir. Les peaux sont inexploitées. Les posés cuir, c'est des très bonnes qualités qui peuvent servir l'automobile, qui peuvent servir l'industrie textile, qui peuvent servir beaucoup de secteurs. Et on a beaucoup de possibilités comme ça. Aujourd'hui, le Sénégal a du phosphate et du gaz. L'OCP a une expertise énorme dans la transformation en engrais. Comment aider le Sénégal à monter une industrie de l'engrais. Donc, il y a des complémentarités. Il faut qu'on en soit conscient. Et c'est le but de ces études que nous sommes en train de mener. Et on a pris l'initiative de le mener. Ça va être le but du forum de la PME, où on va présenter, mettre sur la table, pour dire, écoutez, travaillons ensemble. Et c'est là la vraie synergie. C'est de voir, il y a du concret, on peut faire des choses ensemble et avançons. Et autonomisons, enfin, il est question d'autonomiser cette économie africaine et qu'on parle d'un taux d'intégration qui soit africain. Comment on parle du taux d'intégration pour l'industrie marocaine, pour l'automobile et l'aéronautique? Abdou Diop, jamais le temps ne nous suffit pour finir nos discussions. Merci en tout cas. C'est toujours un plaisir. Largement partagé. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous aux questions d'actu spéciales. Assemblée annuelle FMI, Banque mondiale se poursuit dans un bref instant. À tout de suite.